Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Esther Ojeda, je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertilab Barcelona. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire ayant pour titre les techniques innovantes et la personnalisation des traitements de PMA. Merci à tous de participer dans ce webinaire et d'y assister. On a le plaisir d'avoir organisé ce webinaire avec l'association Maya, avec laquelle nous sommes en partenariat depuis plus de 6 ans maintenant et on en est bien fiers. Aujourd'hui, nous comptons avec la présence de Sabrina, notre référente de l'association Maya, ma chère collègue Clara Gradoli, qui est la responsable de l'équipe de coordinatrice internationale, et le docteur Fulvia Mantini, gynécologue et spécialiste en PMA de la clinique Fertilab Barcelona. Donc, je vous explique un peu la dynamique de ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vais céder la parole à Sabrina qui va vous expliquer un peu, va vous faire une présentation sur l'association Maya et sur notre partenariat. Après, il y aura Clara qui va vous parler un peu du travail des coordinatrices à Fertilab et va faire une petite présentation du docteur Mantini. Et après, le docteur Mantini va faire la présentation visuelle des techniques innovantes et la personnalisation des traitements de PMA. Donc, après cette présentation-là, qui va durer à peu près une demi-heure, je vais lire en haute voix les questions que vous poserez. Alors, je vous explique. Vous allez voir qu'il y a un chat pour interagir entre vous. Je parlerai, vous pourrez parler entre vous, mais c'est pas là que vous devez faire les questions. Il y a, si vous allez en bas à droite, vous allez voir qu'il y a une section qui s'appelle questions. C'est dans ces sections-là que vous devez poser toutes vos questions. Et donc, ces questions, elles seront posées en toute confidentialité. C'est moi qui va les lire en haute voix, sans dire nom et prénom de qui que ce soit. Je vais juste dire, il y a une nouvelle question et je vais la lire en haute voix. La question peut être dirigée soit au docteur Mantini, soit à Sabrina, soit à Clara. Ça dépend si la question est médicale et par rapport à l'association ou par rapport au travail des coordinatrices. De toute façon, au fur et à mesure du webinaire, si vous avez des doutes et des questions qui vous viendront, vous pouvez les poser et on va vous les résoudre. Donc, merci beaucoup. Je cède la parole à Sabrina et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci. Merci Esther. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux à participer à notre webinaire. Donc comme le disait Esther, donc on a un partenariat avec la clinique Fertilab de plus de 6 années. Pourquoi adhérer à une association et surtout à l'association Maya? Donc vous avez 3 avantages lorsque vous devenez adhérente de l'association. Donc les 3 avantages, la première c'est la réduction sur les tarifs des cliniques avec qui nous sommes partenaires. Donc pour Fertilab, on est à 10%, sauf pour le baby fertile don d'ovocytes, on est à 15%. Le deuxième avantage, c'est que vous avez accès à un forum qui est privé et anonyme. Et ensuite, nous, on est là aussi en tant que médiateur. Si vous rencontrez un problème avec la clinique, ne pas hésiter à revenir vers nous. Donc voilà. Donc pourquoi aussi passer par une association pour faire votre traitement de PMA à l'étranger? Donc nous, on est là aussi dans le but de vous soutenir, de discuter avec vous, de vous donner tous les renseignements qu'on peut avoir de la clinique, entre autres les tarifs, comment ça peut se passer, comment on va dans un pays comme l'Espagne pour faire son traitement de PMA. Voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez venir discuter avec nous sans aucun souci. On a des plateformes téléphoniques donc qui sont du lundi au vendredi et généralement du lundi matin jusqu'au soir, vendredi soir inclus. Donc voilà. Donc vous pouvez très bien venir soit par téléphone discuter avec nous ou si vous avez vraiment pas le créneau horaire pour, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Vous retrouverez de toute façon sur notre site internet tous nos contacts. Donc voilà. Si vous avez des questions sur l'association, n'hésitez pas à me les poser aujourd'hui ou si ça vous revient un peu plus tard aussi de me téléphoner la semaine prochaine, il n'y aura aucun souci. Donc l'adhésion pour une année complète de date à date, la première, la simple, elle est à 45 €. Donc ça reprend les 3 avantages que je vous ai parlé au tout début. Ensuite, on en a une seconde qui est à 85 €.
donc qui comprend l'adhésion simple, plus il y a une aide à la constitution du dossier remboursement pour celles qui peuvent prétendre un remboursement sécurité sociale ici en France. Donc, il y a des modalités. Il faut rentrer dans les clous de la sécurité sociale. Et si vous rentrez dans les clous de la sécurité sociale, eh ben, ça sera un OK et vous pourrez vous faire rembourser une partie de vos soins par la sécurité sociale. Et après, chose importante, vous allez pouvoir aussi demander à votre mutuelle savoir s'ils prennent en charge ou pas ce type de remboursement. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après. Et moi, je cède la parole à Clara. Merci. Merci beaucoup Sabrina, merci beaucoup Esther et au docteur aussi. Ravi d'être aujourd'hui avec vous. On va essayer de vous donner un petit peu d'infos par rapport à la clinique Fertilab pour que vous puissiez un petit peu être un petit peu plus clair par rapport à vos choix de clinique. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu que nous sommes une clinique située à Barcelone, on dirait de taille moyenne. Et notre philosophie et notre manière de travailler est basée surtout dans l'accompagnement personnalisé. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis la responsable de l'équipe d'assistantes médicales. Et nous sommes une équipe de 13 femmes à ces moments-là qui s'en occupent de la suivi du côté médical et administratif de patientes internationales, donc plutôt de patientes qui n'habitent pas à Barcelone, qui en fait sont la plupart nos patientes. Et on s'en occupe un petit peu de vous accompagner depuis le premier rendez-vous jusqu'à la fin de votre traitement. Et on le fait bien sûr grâce à notre collaboration, à notre travail jour à jour avec les gynécos spécialistes en PMA. On travaille avec une équipe des gynécos spécialisés et on est tous les jours en contact pour résoudre vos doutes, vos questions, vous fournir à l'avance toutes les informations dont vous pourrez y avoir besoin. Et également, on vous accompagne présentiellement lorsque vous venez vous déplacer à Barcelone pour les interventions, réalisation des examens, etc., pour que vous soyez aussi accompagné ici et surtout accompagné par quelqu'un avec laquelle vous avez déjà été en contact. On est bien conscient que tout projet de PMA est un projet hyper délicat, que c'est un projet de vie. Et c'est pour cela qu'on essaye de faire cet accompagnement parce qu'on pense vraiment que ça peut faire un petit peu la différence et qu'elle peut vraiment faire plus facile votre chemin, que parfois c'est pas évident en PMA. Et on travaille jour à jour justement pour garantir que cela se passe de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'écouter un petit peu des choses très intéressantes que les docteurs vont vous partager au niveau plutôt technique. Mais si jamais, après cette webinaire, vous êtes toujours intéressé par parfois avoir un rendez-vous plus personnalisé, évoquer votre cas en particulier avec le docteur Mantini ou d'autres de nos gynécos à Fertilab, n'hésitez pas à nous contacter. Mes collègues qui s'en occupent de fixer le rendez-vous pourront vous donner des disponibilités. Cet rendez-vous dont je vous parle peut se faire en visio, sans souci, depuis la commodité de chez vous. Et c'est gratuit, ça vous engage à rien, mais vraiment vous permet de voir un petit peu avec les docteurs quelle est votre situation, si jamais vous avez déjà effectué le traitement auparavant, et voir un petit peu quel est ce que le docteur en pense et ce qu'on vous conseille. Toujours quel est notre conseil au niveau du type de traitement, au niveau du type de préparation ou type de stimulation, que cela, les docteurs en parlera un petit peu aussi aujourd'hui. Et si après ce rendez-vous, vous souhaitez continuer avec nous, avec plaisir. Moi, je conseille toujours à mes patientes de se faire aussi accompagner, comme Sabrina a bien mentionné, par l'association, parce que vraiment, ça fait aussi la différence. Avoir en France aussi quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide avec toutes les démarches qui parfois sont pas faciles non plus, les démarches administratives, c'est coûts et tout, c'est vraiment compliqué. Ils sont vraiment spécialistes, ils savent vraiment ce qu'il faut faire. Et aussi, comme Sabrina, elle a bien mentionné, si jamais il y a un petit souci de communication, quoi que ce soit, Sabrina et Esther sont toujours en contact et quoi que ce soit, ils peuvent nous dire et on peut agir rapidement pour résoudre quoi que ce soit si jamais cela arrive. Donc, j'y vais commencer avec la présentation. Je vais faire la première petite partie et puis je laisse la parole au docteur qui vous expliquera la partie la plus intéressante. Mais on a préparé, comme vous voyez, une petite présentation intitulée « Le technique innovante et la personnalisation des traitements de PMA en Espagne ». Cela serait un petit peu nos 2 points dont on trouve les points clés
importante pour voilà, qu'on puisse avoir la réussite dans la plupart des cas, parce que malheureusement, les 100% n'existent pas, mais on essaye de nous rapprocher petit à petit. Donc, tout d'abord, je commence par vous présenter les docteurs Mancini. On a le plaisir de compter avec elle dans notre équipe des gynécologues. Les docteurs Mancini s'en occupent de la suivi des patientes internationales, d'accord, peu importe la langue, parce qu'elles parlent, voilà, tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est génial. Patientes qui viennent de l'Italie, pays francophones, et des patientes nationales parfois aussi, ou anglophones également. Donc, sans problème, comme vous pouvez lire, elle a un petit peu été par tout le monde en train de se préparer comme gynéco. Aussi, elle a étudié par rapport à l'endocrinologie, qui est très liée aussi avec tout ce qui est fertilité. Et on a on est vraiment fiers de compter avec elle dans l'équipe. Et voilà, j'espère qu'elle pourra aujourd'hui vous fournir un petit peu plus d'infos par rapport à ce qu'elle propose quand elle s'en occupe des patientes de PMA. Comme j'ai mentionné avant, nous sommes une clinique située uniquement à Barcelone, d'accord, pas loin du centre-ville, donc c'est assez pratique pour venir et tout. C'est une petite demi-heure pour venir depuis l'aéroport, donc vraiment pratique et facile. Ça fait plus de 25 ans, déjà presque 30, qu'on s'en occupe de la PMA et qu'on s'en occupe des patientes internationales. Et toujours, on a voulu maintenir, même si on a grandi, on a voulu toujours maintenir cet côté humain, personnalisé, qu'on trouve que c'est un petit peu, voilà, notre point différenciateur qui nous aide vraiment à bien suivre nos patientes. Et je vous présente ici quelques-unes de nos gynécologues. Tous sont des spécialistes en PMA, bien évidemment, et chacune avec son expérience et tout. Et elles, même si on attribue toujours un gynéco, elles travaillent toujours en équipe pour vraiment avoir l'avis des autres gynécologues ou non, des autres collègues qui peuvent avoir parfois un avis différent et qui peuvent nous aider dans la suivi de nos patientes. Donc, pour nous, c'est les plus importants. Travailler tous dans la même philosophie, traiter chaque dossier de manière individuelle pour essayer d'avoir voilà, le meilleur protocole, le meilleur type de traitement pour chacune de nos patientes. Et cette voilà, personnalisation dont on parle, c'est possible grâce au fait que d'un côté, bien sûr, comme j'ai bien mentionné, on ne fait pas un protocole unique, un protocole standard, mais on l'adapte. Ça, c'est le docteur qui vous expliquera après plus en détail. Mais aussi, on attribue, voilà, un gynécologue spécialiste en PMA, une assistante médicale, et puis aussi, on a à disposition des patientes l'embryologiste, bien sûr, qui s'en occupe de tout le côté du laboratoire. Aussi, notre andrologue, le docteur Deroco, qui est du côté plutôt voilà, de tout ce qui est le côté masculin, si jamais il y a de soucis plus importants au niveau spermatique à traiter. Et bien sûr, on peut aussi faire appel à l'immunologiste, les généticiens, etc., en fonction de chaque cas, s'il est nécessaire, bien sûr, d'autres spécialistes qui peuvent nous aider. Donc, avec cette équipe, moi, en travaillant en équipe, on essaye de suivre au mieux les patientes et surtout d'essayer de contrôler tout ce qui est possible par rapport à ce qui nous permet, en ces moments-là, la fertilité, non, la PMA, tout ce qui a été avancé, pouvoir tout cela le contrôler pour avoir les maximums de réussite possible. Donc là, je vais laisser la parole au docteur qui va vous introduire un petit peu avec plus de détails du côté voilà, médical. Et bien sûr, suite à la présentation de ce qu'il aura fini, n'hésitez pas à poser vos questions, comme Esther a dit, elle va les lire, mais ça sera bien sûr confidentiel. Et on espère voilà, vraiment pouvoir vous aider et que vous partez de cette webinaire avec les idées un petit peu plus claires. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être ici, de pouvoir vous aider, j'espère. Donc, comme Clara disait, vraiment notre philosophie, c'est de essayer de personnaliser. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? La première chose, c'est de choisir le protocole de stimulation ovarienne qui soit vraiment adapté à la patiente.
Et ça va dépendre de sa réserve ovarienne, de si elle a fait des autres traitements en France, par exemple, son âge, comment est le sperme du conjoint. Donc, il y a plusieurs facteurs qui tous entrent dans la décision du protocole de stimulation. Après, évidemment, la deuxième étape, c'est choisir le protocole de préparation de l'endomètre. Il y a évidemment des protocoles différents. On peut préparer l'endomètre avec des cycles naturels, avec des mini-stimulations, avec un traitement substitutif. Donc là, il faut choisir avec la patiente la meilleure option. Et évidemment, comment choisir le meilleur embryon. Et ça va dépendre des techniques de laboratoire. On en a plusieurs, maintenant je vais vous expliquer. Et ça passe pour aussi tout ce qui concerne la génétique de la reproduction. Donc, alors, comment choisir le protocole de stimulation ovarienne le plus adapté? Alors, évidemment, quand je vous disais la réserve ovarienne, est-ce que c'est une réserve faible? Est-ce que la patiente, c'est pas la même chose? Une réserve faible, une patiente de 30 ans ou de 40, évidemment, ça change beaucoup. Est-ce qu'il y a des différences de sensibilité ovarienne aux médicaments? Si une patiente m'explique qu'elle a déjà fait un traitement avec certains médicaments et que le résultat n'était pas merveilleux, on va essayer de comprendre pourquoi. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs, l'hygiène de vie, le tabac, l'alcool, le poids. Donc, tout ça, ça entre dans la décision. Une fois qu'on commence à avoir les idées claires, évidemment, on doit choisir le type de stimulation. Donc, si c'est une insémination, on va essayer, moi je préfère toujours faire des cycles naturels. Si la patiente elle a des règles régulières, il n'y a vraiment pas la nécessité de s'injecter, s'hormoner, c'est beaucoup mieux que ce soit le même ovaire qui choisisse un bon ovocyte, non? Ou si elle a des petits soucis d'ovulation, on peut essayer avec le citrate de clomiphène ou faire des mini-stimes avec des gonadotropines. Si on fait une FIV ou une vitrification d'ovocytes, un repas, là, évidemment, il y a plein de protocoles, le court, le long, et très important, ce sera choisir le type de gonadotropine qu'on va utiliser. Il y en a qui sont que de l'FSH et il y en a des autres qui ont aussi une certaine quantité de LH et ça, faut voir à quelle patiente peut être donnée. Évidemment, très important, éviter l'hyperstimulation. Moi, j'ai un certain âge et quand j'ai commencé, on n'avait que le protocole long, donc beaucoup de patientes hyperstimulées et c'est merveilleux maintenant de pouvoir travailler avec plein de médicaments qui nous aident à l'éviter et c'est pour nous très important, fondamental. Il y a évidemment des cas qui sont délicats et comme les ovaires micropolykystiques qui sont qui ont plus de tendance, par exemple, justement à l'hyperstimulation. Les patientes qui ont une réserve ovarienne faible, alors là, on peut essayer d'utiliser des traitements complémentaires comme le myo-inositol, la pilule, la testostérone, DHA. Donc là, j'insiste, on personnalise dépendant du cas. Après, évidemment, une fois qu'on a stimulé, c'est comment on prépare l'endomètre. Donc, évidemment, la première chose, c'est est-ce que la patiente est là ou pas des cycles réguliers, son âge, le poids et l'hygiène de vie très importante. Évidemment, la présence d'une pathologie utérine comme les fibromes et surtout l'adénomyose que on diagnostique de plus en plus parce que avant c'était quelque chose que ça se voyait
pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de paramètres, tandis que maintenant, heureusement, on a des patientes qui arrivent avec une très bonne diagnose. Alors, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace avec le traitement. Et évidemment, tous ceux qui sont les conditions qui sont pas nécessairement gynécologiques, mais qui sont associées, comme le trouble de la thyroïde, facteur de thrombophilie, auto-immunité, et voilà. Si la patiente a des autres pathologies, tout ça, faut tenir en compte. Alors, on peut préparer avec une substitution hormonale. Donc, on fait une suppression avec des pilules. Après, on donne des estrogènes qui peut être en comprimé, en patch ou en gel. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Moi, je suis très allergique à tout, donc je préfère toujours les pilules parce que les patchs ont tendance à donner des allergies, mais on peut en discuter avec la patiente. Et évidemment, la progestérone qui peut être aussi en différentes préparations, les ovules, le gel et les injections. La préparation avec cycle naturel, qui est ce que nous, on essaye de toujours appliquer aux patientes, parce que quand on ovule, ce qui reste, ça s'appelle corps jeune, et le corps jeune, il produit pas seulement les hormones, mais aussi des substances qui permettent que la placenta s'implante d'une façon plus efficace. Donc, on a moins de fausses couches et on a plus de grossesse, mais surtout, on a plus d'accouchements parce qu'on réduit la pathologie obstétrique. Donc, le cycle naturel, c'est un cycle où on fait un monitorage de l'ovulation naturelle de la patiente. Après, on la déclenche. C'est pour ça qu'on l'appelle modifiée, parce qu'on triche un tout petit peu. Et on la déclenche parce qu'on doit savoir le moment de l'ovulation. Et après, on donne la progestérone. Alors, avec ce cycle, on fait pas la première partie avec les estrogènes. Évidemment, nous, on transfère que à J5 et on fait des transferts de un embryon unique. Les taux de grossesse, c'est vrai que augmentent très très peu si on transfère deux, mais ce qui augmente vraiment beaucoup, ce sont les risques obstétriques. Donc, et vu que on a des techniques de laboratoire, on peut choisir des très bons embryons. Normalement, vraiment, c'est beaucoup mieux de transférer qu'un embryon. Et si il y a la situation, s'il le faut, évidemment, on fait des tests de réceptivité, l'ERA, l'endométrio, le matrice lab, tout ça. Et très important, nous, on teste toujours la progestérone avant le transfert parce que ça nous permet, si les valeurs sont pas ce qu'on voudrait, de corriger rapidement et être sûr que après le transfert, la progestérone soit à des bons niveaux. Évidemment, là aussi, il y a des cas délicats comme l'endomètre fin, les échecs d'implantation. Et donc là, par exemple, on regarde des tests de compatibilité mère-embryon comme la Sheila-Kir et on utilise des traitements complémentaires comme peut être l'aspirine, des antioxydants, le Cialis et même l'acupuncture. Alors, je disais que on transfère qu'un embryon parce que on a la capacité de choisir le meilleur embryon. On a premièrement, quand on commence pour créer un embryon en sélectionnant des spermatozoïdes. Donc, en fonction de la qualité de sperme, on peut utiliser les différentes techniques, FI, VIXI, IMSI, et le fertile et les max. Ça, évidemment, ça va être surtout le biologiste qui va et l'andrologue qui vont nous dire quelle est la meilleure option. On peut aussi évidemment faire des biopsies testiculaires. Donc, on est préparé pour toutes les différentes situations.
Et évidemment aussi la sélection des ovocytes. C'est un peu moins facile malheureusement de sélectionner les ovocytes, mais on a toutes les techniques qui nous permettent de pouvoir le faire. Donc au microscope et au poloscope, on observe sa maturité, la qualité de cytoplasme, si on peut visualiser les nucléus, et on peut aussi faire une maturation in vitro. Et une fois qu'on a créé l'embryon, nous, on utilise les incubateurs de nouvelle génération, c'est-à-dire le time-lapse. Ce sont des incubateurs qui sont fermés, donc on met l'embryon et il reste là-dedans, et le time-lapse contrôle tout, la température, l'oxygène, tout ce qui sont les paramètres qui permet à l'embryon de se divider d'une façon correcte sans être dérangé. Moi, comme j'ai dit, j'ai un certain âge, et quand j'ai commencé, les incubateurs, ils étaient comme des frigos, mais avec de la chaleur. Donc, on ouvrait, on fermait la porte constamment, et tout ça, ça générait des changements du pH, de la température, de l'oxygène, qui n'étaient pas bons pour les embryons. Et aussi, ce qui se passait, c'est qu'on sortait les embryons, on les regardait au microscope et on les remettait dedans. Tandis que le time-lapse, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des petites photos, et tous les 15 minutes, et comme ça, on peut faire un petit film de l'embryon, et on peut vraiment voir tous les moments de sa vie. Donc, s'il y a eu une fertilisation anormale, si tout s'est bien passé. Donc, vraiment, ça nous permet de contrôler et de choisir finalement l'embryon d'une façon optimale. On a aussi toutes les techniques génétiques qu'on peut appliquer, surtout je préfère le diagnostic préimplantatoire. C'est une technique où on fait une petite biopsie sur le trophoblast, c'est-à-dire la part extérieure de l'embryon, et on peut tester les anomalies des chromosomes. Donc, on peut voir s'il y a un chromosome de plus, un de moins. Et on peut faire aussi le PGT-M, c'est-à-dire si on est porteur ou porteuse d'une mutation génétique, comme par exemple le cancer de sein, alors on peut tester et on peut choisir les embryons qui n'ont pas le gène. Et on peut faire le PGT-SR, qui est pour des très petites mutations à niveau des chromosomes qu'on ne peut pas voir avec un PGTA normal. Ça, c'est très important, mais aussi on peut étudier les risques génétiques en relation à la reproduction. Alors, il y a un risque génétique qui est lié à la présence dans la personne d'une mutation. On est tous porteuses et porteurs des mutations récessives, 2 ou 3 comme moyenne. C'est pas du tout un souci. Mais si les deux personnes sont porteuses de la même mutation, alors on peut dans l'enfant développer la maladie. Alors on peut faire des tests pour s'assurer, comme on appelle des matching, pour s'assurer que la donneuse ou le donneur et la patiente ou les patients ne soient pas porteurs de la même mutation ou dans la même couple, on peut étudier ça. On peut aussi étudier évidemment les karyotypes des patientes, et s'il y a un héritage ethnique et familial d'une maladie, on peut l'étudier et on peut éviter de passer ça aux embryons. Donc ça, c'est très très important pour réduire le risque génétique. Alors, comme on disait, tout ça, ça nous permet de personnaliser et optimiser les résultats. Évidemment, réduire les temps et les risques
de la reproduction. Et c'est une des raisons pour laquelle ça fait presque 30 ans, comme disait Clara, que Fertilab travaille à Barcelone. Et le 80% de nos patientes vient de l'étranger parce que justement, on a l'habitude à travailler avec des cas qui sont un peu plus compliqués. Et ça, ce sont nos résultats. Donc, si on fait un don d'ovocytes, comme vous pouvez voir, on a un 80,5% de taux de naissance. Nous, on travaille que avec les taux de naissance. Les taux de grossesse, malheureusement, ne veut pas dire beaucoup parce que on peut avoir une grossesse, mais qu'elle n'aboutit pas à un accouchement. Donc, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas que vous soyez enceinte, mais que vous soyez maman. Donc, on travaille que avec des taux de naissance. Alors, à Fertilab, avec un don d'ovocytes, on est à 80,5%. La moyenne nationale pour les données qui nous donne la Société espagnole de fertilité, c'est à 67,7%. Et le taux de réussite lors de la première tentative est à 68%. Et comme je vous disais, on a presque un 100% de taux de grossesse unique vu notre politique de transfert que d'un embryon. Avec ses propres ovocytes, on a globalement une tasse de naissance cumulée par cycle de 53,4%, qui est à 20% plus que celle de la moyenne nationale. Là, si vous voyez, ça change assez dépendant de l'âge de la patiente. À moins de 35 ans, c'est un 68. Entre 35 et 39, ça descend à 47,4. Et à plus de 40 ans, c'est un 28,6%. Mais ça, c'est plus ou moins les mêmes résultats, comme je vous disais. Si on applique le DPI, on a des résultats très différents. Et voilà. Si on applique le DPI ou le PGT, comme on l'appelle en Espagne, on passe à 59,2%, tandis que la moyenne nationale est à 41,9%. Et ce qui est très intéressant, c'est pour âge, non? Donc, à moins de 35 ans, de 1,68, ça monte à 93,5%. Entre 35 et 39 ans, d'un 43, ça monte à 70. Et à plus de 40 ans, quand on en avait à 23%, ça monte à 76%. Donc, c'est très important, cette technique. Ça nous permet vraiment de choisir les embryons, d'éviter les échecs d'implantation, les fausses couches et de réduire le temps pour la grossesse. Et aussi, psychologiquement, c'est beaucoup moins lourd, le parcours. C'est vrai que dans ce groupe de patientes, pas tous les cycles nous donnent des embryons qu'on peut transférer, ça c'est vrai, mais s'il y a un embryon, on a vraiment de très bons résultats. Et là, je vais passer un peu plus rapidement, c'est à peu près ce que je vous ai expliqué. Et donc, avec l'adoption d'embryons, on a un 37,5% de taux de naissance pour transfert, tandis que la moyenne nationale est à 33,4%. Et on a un 81,3% comme taux de naissance cumulé dans le programme de garantie. Donc, ça, après, si vous êtes intéressé, évidemment, Clara pourra vous donner toutes les explications sur comment ça fonctionne le baby fertile.
Et si on regarde les résultats concernant l'insémination artificielle avec un don de sperme, là aussi, on a des très bons résultats. Ce qui est intéressant, c'est l'âge encore. À moins de 35 ans, le pourcentage de naissances pour cycle, c'est un 25,7, qui est très haut. Évidemment, c'est une technique assez simple qui, dans plusieurs des cas, on n'a même pas besoin de prendre des médicaments, mais qui a des résultats qui ne sont pas comme le FIV. Donc, entre 35 et 39 ans, ça descend à 13% et à plus de 40 ans à 9,5%. Donc, je pense que je vous ai plus ou moins, voilà, exactement, tout dit sur nos statistiques. Je vous remercie beaucoup de votre attention et évidemment, je suis enchantée de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Dr Martini, et merci aussi Clara et Sabrina pour vos présentations. Donc, on va passer à la section, à la séance de questions-réponses. On a pas mal de questions d'ailleurs. Donc, je commence. La toute première, c'est « Bonjour, on souhaite savoir si le fait d'avoir une hépatite B active avec une charge virale importante pourrait influencer sur la qualité du blastocyste. Peut-on faire le transfert ou doit-on attendre que la charge soit faible ou indétectable ?» Là, normalement, quand il y a des pathologies coexistantes, nous, on préfère toujours de dialoguer avec les médecins qui traitent cette pathologie. Donc, c'est d'un point de vue, l'hépatite ne présente pas un problème pour le blastocyste, mais évidemment, faire un transfert, c'est-à-dire développer une grossesse, dans une patiente qui a une hépatite avec une charge élevée, ça doit être le spécialiste qui suit la patiente qui nous donne l'OK. Normalement, nous, on préfère que la charge soit réduite et si c'est possible que ça se négativise, mais ça dépend vraiment de ce que le collègue nous indique. Merci, Dr Martini. Cette suivante question, c'est pour l'association Maya. Donc, j'ai 35 ans, mon conjoint 41 et nous devrons passer par une FIV-DO. Pourrais-je prétendre à un remboursement de la Sécu, sachant qu'une FIV-DO est faisable en France? Délai trop long, nous ne voulons pas attendre autant pour avoir un don d'ovocytes. Merci beaucoup. Alors oui, il y aurait une possibilité de remboursement sur une partie du prix du traitement. Les conditions pour avoir le droit en fait à un remboursement, il faut avoir soit moins de 43 ans ou 45 ans et ne pas avoir dépassé les 4 files ici en France. De toute façon, le médecin qui fera la lettre pour la sécurité sociale devra mettre que les délais en fait en France sont beaucoup trop longs et que madame doit s'orienter vers l'étranger. Voilà, c'est juste ça. Merci Sabrina. Alors, une nouvelle question. Donc, on souhaite savoir quel type de test génétique vous effectuez sur la donneuse. Quel type de maladie vous cherchez au premier plan? Combien d'ovocytes a le droit de donner une donneuse? Est-ce que chaque donneuse est attribuée à une patiente ou elle peut être donneuse pour plusieurs patientes? Alors, évidemment, les donneuses, quand elles pourraient être admises à la unité de don, doit être en très bonne santé. Et d'un point de vue génétique, on lui fait le karyotype, c'est-à-dire l'étude des chromosomes. Ce sont les structures sur lesquelles s'organisent les gènes. Et on fait aussi le test CGT que je vous disais avant. C'est un test qui, comme je vous ai dit, regarde un très grand numéro de pathologies. Et justement, on peut faire un matching
soit avec un donneur, si c'est un double don, soit avec le conjoint, si c'est avec le sperme de conjoint. Et il y a des différents types de matching qu'on peut faire pour voir plus ou moins un numéro plus ou moins grand de maladie. Ça, peut-être, c'est Clara qui peut vous expliquer. Et c'est très important, justement, pour éviter les risques en relation à la reproduction et la génétique, comme je vous expliquais avant. On a, d'un point de vue de toutes les questions de la donneuse, là, c'est peut-être aussi Clara qui peut vous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Nous, on a des garanties un certain numéro d'embryons. On garantit 2, 3, 4 blastocystes. Et c'est-à-dire en vous, si vous décidez que vous voulez 4 blastocystes, ça, c'est ce que on va vous donner. Ça va dépendre de la qualité de sperme et de certaines conditions, mais on fonctionne plus avec ça que non avec un certain numéro d'ovocytes, disons. Merci, docteur. Une nouvelle question, donc. Oui, Clara, oui, parce que comme les docteurs avaient mentionné, juste pour clarifier un petit peu, et je voulais du côté du CGT, voilà, le matching, juste mentionner que effectivement on teste le donneuse, mais que puis le patient peut décider s'il souhaite approfondir encore plus sur cette étude, non, on va dire élargir, vérifier plus de maladies. Donc il y a 2 options, il y a le CGT+ et le CGT Exome, qui est le plus élargi de tous. Et ça, c'est juste en réalisant à la donneuse, on s'en occupe de notre côté, bien sûr, et le monsieur qui apporte le sperme devrait faire un test soit salivaire, soit un échantillon salivaire, soit une prise de sang. Normalement, on profite du rendez-vous dont monsieur bien fait un dépôt spermatique pour effectuer aussi ce test si jamais les couples est intéressés. Et sinon, si jamais ne souhaite pas se déplacer, il y a aussi la possibilité d'envoyer le kit. On fait le renvoi et on fait aussi le test. Et ce qu'on recevra, ça sera voilà, le résultat de monsieur, savoir s'il est porteur. Comme les docteurs ont mentionné avant, on est tous porteurs de 2-3 mutations. Et c'est pas grave, hein, c'est juste le fait de, après, trouver une donneuse qui ne partage pas le même type de mutation pour éviter que ça soit voilà, possible de le transmettre aux futurs enfants. Donc ça, du côté du CGT, qui est optionnel, mais qui est une possibilité que pas mal de nos patientes y font appel. Et puis, du côté de la garantie, effectivement, on travaille avec garantie soit de blastocystes, soit déjà les programmes de garantie de grossesse et naissance. Et en fonction de cela, bien sûr, on s'engage avec le patient à garantir, voilà, en fonction de son choix. Et par exemple, dans la garantie de blastocystes, on s'engage avec une garantie avant de faire les cycles. Ce sont des cycles biologiques, pardon. On ne sait jamais ce que ça va donner comme résultat. Donc, imaginons, les patientes ont effectué un cycle de 3 blastocystes garantis, on fait le cycle et on n'en obtient que 2. Donc, on va tout d'abord transférer le blastocyste qu'on en a obtenu. Si malheureusement, on n'arrive pas à obtenir une grossesse évolutive qui aboutit avec un bébé né, la clinique effectue un 2e cycle pour minimum avoir ces blastocystes qui nous manquaient de la garantie sans que cela implique un coût supplémentaire pour les patientes. Et si jamais, avec ce premier blastocyste qu'on a obtenu, on arrive à avoir une grossesse complètement évolutive et tout se passe bien, vous aurez le remboursement entre la garantie qu'on a obtenue et la garantie que vous avez choisie au début. Donc, soit d'un côté, dans l'autre, vous allez y avoir votre garantie aboutie. Donc, juste, je voulais faire cette petite point pour clarifier un petit peu. Merci. Merci beaucoup, Clara. Alors, la suivante question, c'est certaines cliniques conseillent un DPI pour la FIV avec don d'ovocytes pour augmenter le taux de succès et diminuer les risques des fausses couches. D'autres disent que le bénéfice-risque est défavorable pour le blastocyste, moins de positifs que de pertes, et le déconseille. Où est la vérité? Alors, ça dépend aussi de comment est la qualité du sperme. Avec un double don, franchement, normalement, on le conseille pas. Avec une donneuse et le sperme de monsieur,
Là, ça dépend. Parce que il y a des fois où, même si le sperme apparemment il est normal, si on a plusieurs échecs, effectivement, c'est une bonne idée de le faire, même si c'est une donneuse. Si le sperme n'est pas d'une bonne qualité, évidemment, dès le début. Et en général, moi, je pense que les avantages de l'information qui nous donne le DPI sont toujours à faveur. Ça nous donne beaucoup d'informations, surtout parce que si je suis en train de transférer des embryons que je sais qui sont euploïdes et ça ne fonctionne pas, je sais que je dois chercher quelque chose, peut-être dans l'utérus, peut-être dans le système immunitaire ou une thrombophilie, voilà, mais il y a du travail à faire, non? Tandis que si on n'a pas cette information, on dit bon, ça n'a pas marché cette fois, on recommence. Donc, moi, je trouve que plus d'informations on a, toujours le mieux c'est. Et le risque dans un laboratoire ça c'est aussi très important, qui a beaucoup de cas, veut dire que les biologistes vraiment c'est qu'ils sont en train de faire. Et ils ont des très bonnes mains et des techniques qui nous permettent que le risque sur l'embryon soit vraiment minimisé. Donc, moi, je suis tout à fait à faveur du DPI, toujours. Merci, docteur. Alors, une nouvelle question. Bonjour, j'ai 47 ans et je suis en préménopause. J'ai pas eu mes règles depuis plusieurs mois. J'ai une adénomyose superficielle. Je souhaite bénéficier d'un double don. Lorsque l'on fait le traitement, est-ce que les règles reviennent à ce moment? Non. Ce qu'on fait, c'est on fait un traitement de substitution. On donne des estrogènes et après la progestérone. L'endomètre, si on prend des estrogènes, il répond normalement, il grandit et il n'y a pas de souci pour l'implantation de l'embryon. D'accord, merci. Alors, je vais poser 3 questions en même temps parce qu'elles sont de la même personne. Donc, bonjour, quels sont vos délais pour trouver une donneuse pour un don d'ovocytes? J'ai un IMC de 32. Cela pose-t-il de problème par rapport aux chances de réussite ou aux garanties que vous proposez? Et une grossesse gemellaire est-elle possible? Voilà. Donc, les délais dépendent un peu. Nous, on est une banque, on n'est pas qu'une clinique. Et donc, à différence des autres cliniques qui activent une donneuse que au moment où elles ont une patiente associée, nous, on a toujours des donneuses qui se stimulent, qui sont en train de se stimuler. Donc, quand une patiente entre dans le programme, la première chose qu'on fait, c'est voir si entre les donneuses qui sont en train de se stimuler, il y a une qui est compatible. Et donc, si c'est le cas, ça peut être très, très rapide. Si c'est pas le cas, normalement, on a besoin plus ou moins de 2 mois parce que, voilà, on doit activer une donneuse, faire les analyses, la stimuler. C'est plus ou moins les temps techniques. Donc, ça peut être très rapide ou un peu plus long, à peu près 2 mois. Nous, on traite que les patientes qui ont un IMC jusqu'à 30 parce que après, avec des IMC supérieurs à 30, les risques de grossesse augmentent vraiment d'une façon qu'on considère que c'est pas acceptable. Et ça, c'est pour le don, mais aussi pour les FIV, parce que les anesthésistes sont pas du tout contentes de faire une sédation avec des IMC supérieurs à 30 ou inférieurs à 17
parce que ça va dans les deux côtés. Esther, je me rappelle plus la troisième question, pardon. Oui, il y a pas de souci. Une grossesse gemellaire est-elle possible? Alors, possible dans le sens que l'embryon peut se divider en deux et donner deux juments absolument identiques. Oui, c'est très très rare quand on fait un transfert à J5, très rare, mais ça peut être le cas. Si c'est envisageable, non. C'est pour ça qu'on transfère qu'un embryon. Parce que, comme je dis, le taux de succès augmente à 3%, c'est-à-dire très peu entre transférer un ou deux embryons. Mais ce qui augmente, ce sont les risques obstétriques qui vraiment augmentent beaucoup. Le risque de fausse couche, le risque de après aussi de prématurité, de problèmes de développement cérébral, problèmes respiratoires, problèmes de cœur. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'essayer de ne pas provoquer cette situation. Merci. Bonjour. Avant signature du devis, sommes-nous clairement et explicitement guidés vers le meilleur choix en fonction de nos examens et notre histoire, dont d'ovocytes avec 1, 2 blastocystes en option des pays, mais un guide sincère? Merci de votre aide. Alors, Clara, on peut répondre les deux si tu veux. Oui, bien sûr. De mon côté, moi, je suis maman PMA. Je l'explique toujours. Donc, j'essaye toujours de vraiment me mettre dans la peau de mes patientes. Je sais que c'est pas du tout facile. J'essaye toujours de conserver les gamètes de mes patientes. Si c'est pas possible, là aussi, je suis très franche. J'ai aucun intérêt à pas lui donner le meilleur conseil parce que pour moi, ce que je veux, c'est que la patiente tombe enceinte et accouche. Donc pour moi, ça c'est tout ce qui compte. Donc j'envisage que de lui donner le meilleur conseil d'un point de vue de ma professionnalité. Après, évidemment, il y a aussi le côté économique qui n'est pas à moi de discuter et qui, évidemment, a son importance. Mais pour moi, le plus important, c'est, comme j'ai dit, être sûr que j'ai trouvé le meilleur traitement pour cette patiente. Merci, docteur. Alors, j'ai une question pour Maya. Y a-t-il des choses à ne pas indiquer sur le devis pour la demande de remboursement de la sécurité sociale, des pays par exemple? Alors oui, lorsque l'on fait un DPI pour une FIV ou une FIV-DO, nous, au niveau de la France, comme c'est interdit, en fait, il ne faut pas que ça soit mentionné sur le devis. C'est juste ça. D'accord, merci. À ces points-là, Esther, juste clarifier que nous, de notre côté, on vous envoie bien sûr le devis qui vous concerne, vraiment avec les techniques que nous allons effectuer, mais puis on peut y adapter, si besoin, un éventuel devis juste pour la Sécu, qu'on vous envoie signé, tamponné, tout par la clinique. Et également, parfois, il est nécessaire de présenter des certificats, des attestations et tout. Le souci, c'est juste que parfois, c'est pas pour toutes les patientes le même type de document. Donc, ce qu'on demande à nos patientes, c'est de nous envoyer directement et voilà, est-ce que la Sécu a demandé? Et nous, de notre côté, on vous envoie soit les devis, soit cette attestation dont je vous parle, afin que vous puissiez la présenter en remplissant les critères dont ils ont besoin. Merci. Alors, est-ce que les antécédents psychiatriques de la famille de la donneuse sont pris en compte? Alors, la donneuse, quand elle, avant même
d'arriver à l'attention des médecins, doit passer des tests psychologiques et elle a une interview avec la psychologue. Donc tout cet aspect-là, si on a des doutes sur, disons, cet aspect, directement, elle arrive même pas à commencer les tests de santé, disons. Non? Donc, on est très sûr que toute son histoire, ses antécédents familiaux sont absolument parfaits. Merci, docteur. Alors, cette question est à nouveau pour Sabrina. Donc, bonjour, si on a plus de 43 ans, peut-on avoir une prise en charge remboursement CIDEO? Alors, il faut tout ce qui est dossier de remboursement sécurité sociale, c'est pas ma partie à moi, c'est la partie de Valexi qui fait partie de l'association depuis plus de 15 ans. Et en fait, il faut qu'elle étudie vraiment tout le dossier pour dire s'il peut y avoir une prise en charge ou pas. Parce qu'au niveau de la sécurité sociale, donc ils nous disent que ça peut être remboursé jusqu'à 45 ans s'il y a des embryons. Donc tout ça, il faut qu'elle étudie en fait tout le dossier, que ça soit les antécédents, le devis aussi, et savoir si ça peut être pris en charge par la sécurité sociale ou pas. Mais dans tous les cas, de toute façon, on ne peut pas être sûr à 100% que la sécurité sociale va donner son OK pour un futur remboursement. Il y a des petites choses que ma collègue sait en fait comment faire passer les dossiers, et tout ça c'est sa partie à elle. Il faut vraiment prendre contact avec Valexi pour savoir si c'est possible ou pas. Merci beaucoup Sabrina. Alors une nouvelle question. Bonjour, quels antioxydants sont recommandés en supplément? Alors ça c'est un peu difficile à répondre parce que il y a dans les différents pays des différentes formules. Normalement, le zinc, le sélénium, aussi évidemment la vitamine D, qui n'est pas strictement un antioxydant, mais elle est très 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 importante pour tout ce qui est en relation à la reproduction. Dans la femme, dans l'homme. Aussi, on a récemment découvert que elle a une importance dans la façon où les chromosomes se réorganisent, et donc les femmes qui ont des beaux niveaux de vitamine D ont un pourcentage un peu plus haut de embryons euploïdes. Donc c'est en général c'est les antioxydants qui vont dans la pharmacie, plus ou moins, ils ont des combinaisons qui sont étudiées, surtout ceux qui sont pour les femmes qui cherchent une grossesse assez bien balancée. J'insiste, la vitamine D, qui n'est pas strictement un antioxydant, mais elle est très importante. Et aussi pour nous, c'est très très important les probiotiques. Donc les lactobacilles pour aider le microbiome de l'utérus. Ça aussi c'est très important, on lui donne pas assez d'importance, mais c'est pour l'implantation de l'embryon, c'est fondamental. Merci docteur. Alors bonjour, lors d'une FIV, nous recevons donc une certaine dose d'hormones. Quels sont les risques de supplémentation? Alors, les hormones qu'on utilise, ce sont les mêmes qui produit le cerveau pour stimuler l'ovulation. Seulement qu'avec les FSH qui produit le cerveau, on n'obtient qu'un ovule tous les mois, tandis qu'avec les FSH qu'on utilise, nous, on essaye d'avoir plus qu'un ovule. Donc, on doit s'injecter tous les jours parce que ce sont des médicaments qui ont un effet qui dure que 24 heures.
Donc, quand on termine la stimulation, les effets à partir du lendemain sont déjà plus là. Ce qui se passe, c'est que évidemment les ovaires ont augmenté son volume et évidemment on a en produisant plus qu'un ovule, on a augmenté les niveaux des estrogènes dans le sang. Alors ça fait que on peut avoir certains effets comme un peu de maux de tête, un peu de on peut se sentir un peu gonflé, on peut être un peu de mauvaise humeur, mais il y a aussi des patientes qui sont très contentes parce que le cerveau il reçoit beaucoup d'estrogène et il est très content. Et donc c'est très personnel, ça dépend beaucoup de chaque patiente. Et comme je disais, l'autre question est que les ovaires augmentent son volume. Donc, on doit, jusqu'à ce que, si on fait un transfert, quand on fait le transfert, après, s'il y a une grossesse, continuer comme ça, mais si on ne fait pas un transfert parce qu'on congèle les embryons, par exemple, pour faire un DPI, et on va avoir la règle, on doit pas faire du repos nécessairement, mais pas pratiquer des sports comme courir ou sauter, des sports d'impact, parce que les ovaires qui ont augmenté son volume peut faire une rotation. Et ça peut être une situation compliquée. Donc, c'est plus ou moins ça les recommandations. Dès qu'on a la règle, tout ça entre dans la normalité. Et plus ou moins une fois qu'on a fait la stimulation, c'est à peu près une semaine ou 10 jours. Donc, c'est assez rapide tout le traitement. Merci docteur. Une nouvelle question. Donc après l'accouchement suite au premier transfert, combien de temps après peut-on faire un nouveau transfert? Ça dépend si l'accouchement était pour césarienne ou pour voie basse. Si c'était pour césarienne, il faut attendre entre 9 et 12 mois. Sinon, après 2 ou 3 mois. Ça dépend aussi si je ne sais pas comment on dit ça en français. Attends, pour la lactantia materna. L'allaitement. Oui, exactement. Pardon. J'ai trop de langues qui se mélangent dans ma tête. Il y a des fois où je me bloque, je ne sais plus qu'est-ce que je suis en train de dire. Et voilà, ça dépend aussi, mais si le seul problème, c'est la césarienne, parce que là, on doit donner le temps à l'utérus de faire la cicatrice. Donc, on ne peut pas faire avant 9-12 mois normalement. Merci docteur. Alors, peut-on avoir le choix du sexe de l'enfant? Je vous ai entendu dire que vous préfériez, pour des raisons de réussite, l'implantation d'un seul embryon. Pourrais-je avoir, si possible, une grossesse gemellaire? Non, on ne peut pas choisir le sexe des enfants. On peut, aux États-Unis, en Espagne, c'est pas possible. Quand on fait un DPI, ils nous disent si l'embryon, il est bien, s'il est euploïde, c'est-à-dire il a ses 46 chromosomes, tous vont bien, mais ils nous disent rien de plus. C'est interdit. Et on peut faire un transfert de 2, mais on vous donne à signer tellement de consentements que après que vous les avez lus, je suis pas sûre que vous allez continuer à avoir l'idée de faire un transfert des 2, parce que vraiment ça augmente beaucoup les risques. Donc c'est pas que ça soit interdit, mais vraiment déconseillé. Merci docteur. Alors pour donner suite à ma question, ici 3 échecs des FIV,
un spermogramme correct pour mon conjoint de 40 ans, un taux d'AMH à 0,83 pour moi, 37 ans, rien d'autre apparent sur les examens de base en France. Pas de questions. Faudrait voir vraiment si tous les examens qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont fait une fragmentation à messieurs? Qu'est-ce que c'est un échec? C'est parce qu'ils ont fait des transferts à J2, J3 ou à J5. Les stimulations avec quels médicaments on les a faites, parce que en France, il y a un problème que vu qu'on ne peut pas faire un DPI, il n'y a pas un grand intérêt à stimuler beaucoup les patientes et accumuler beaucoup d'ovocytes, ce qui est normal. Ça dépend. Moi, il y a des fois où j'ai des patientes avec des situations pareilles qui viennent et on fait un peu plus d'examens, on fait une stimulation un peu différente, on fait un DPI et on arrive à avoir une grossesse. C'est très difficile à dire comme ça. J'aurais besoin d'étudier le dossier. Merci. Y a-t-il besoin d'avoir les antécédents génétiques de la receveuse dans le cadre d'une vidéo? Je ne connais pas la moitié de mon patrimoine génétique. Merci beaucoup. Non, pas du tout. C'est pas nécessaire. Si on a un don d'ovocytes, on a besoin d'avoir l'information sur la donneuse, mais la patiente, pour nous, c'est important qu'elle soit en bonne santé, c'est-à-dire l'hygiène de vie. Pas de tabac, pas d'alcool, un IMC entre 18 et 30. Et voilà, ça c'est plus ou moins un peu tout. Merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a plus de chances de réussite au premier essai avec un double don qu'avec un don d'embryon? Oui, normalement, oui. Effectivement, c'est comme ça. Dans le double don, on choisit les embryons. On choisit, pardon, la donneuse et le donneur. Et on forme les embryons pour vous. Dans le don d'embryons, les embryons qui sont dans la banque sont des embryons normalement qui viennent des couples qui ont déjà eu l'enfant ou les enfants qu'ils voulaient. Et donc, il lui reste des embryons et il le donne à la banque. Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont des embryons de mauvaise qualité, pas du tout, parce que sinon, ils ne vont pas à la banque. Mais les embryons qui ont donné une grossesse ont été déjà utilisés. Donc, normalement, effectivement, les chances au premier essai de grossesse avec un double don sont supérieures qu'un don d'embryon. Merci, docteur. Alors, je vous préviens qu'il reste encore 40 questions, donc on n'aura pas du tout le temps de les répondre. Merci beaucoup à tous parce que ce webinaire est en train d'avoir un succès énorme. Je n'avais jamais vu autant de questions, mais on doit finir à 10h30 pile parce que Clara et le docteur Machinier, ils ont des patientes qui attendent aujourd'hui pour des rendez-vous. De toute façon, pour les questions qui n'auront pas pu être répondues, n'hésitez pas de nous écrire sur france@fertila.rg. Donc, dans ces 20 minutes, on va lire et répondre. En plus, c'est des questions, comme vous pouvez voir, c'est des questions complexes. Donc, on essaye de les répondre au mieux. Donc, je vais lire, on va répondre les possibles, mais pour les 40 qui restent, ça va pas être possible. Donc, je continue. Bonjour, le transfert d'embryon. L'embryon est-il frais ou faites-vous toujours des transferts d'embryons congelés? Dans le devis, j'ai vu transfert asynchrone. Asynchrone, on dit? Non synchronisé. Oui. Oui, comme je vous ai dit, nous, on préfère toujours de faire le transfert sur un cycle naturel modifié parce que on a beaucoup plus de chances de grossesse et d'accouchement. Alors, si on fait sur un cycle naturel, forcément l'embryon doit être congelé, mais les résultats sont beaucoup mieux avec un embryon congelé sur un cycle naturel
que à l'envers, avec un embryon frais sur un cycle substitutif. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on fait avec surtout avec un don, le cycle avec des embryons congelés. Après, ça peut dépendre des situations, évidemment, on s'adapte. Mais notre recommandation, c'est de faire avec un cycle naturel et donc avec un embryon congelé. Merci. Nouvelle question. Bonjour, j'ai 43 ans, mon conjoint a 50 ans. Un parcours PMA des 7 ans en France avec soit échec d'implantation, soit fausse couche. Jusqu'ici, on nous oriente vers une FIV-DO avec PGT-A. On vient de me diagnostiquer une adénomiose diffuse. Cela peut-il avoir un impact sur ma prise en charge médicale en Espagne? Donc, ça, je ne sais pas si c'est aussi Sabrina qui doit répondre, parce que pour nous, c'est simplement un autre, une donnée à tenir en compte et adapter le traitement. Il y a pas beaucoup plus que ça. Pour nous, on a plein de patientes qui ont une adénomiose. D'un point de vue de la prise en charge, Sabrina, peut-être vous pouvez nous aider parce que moi, je sais pas. Pour la prise en charge, la personne a 43 ans, donc là c'est pareil. Entre 43 et 45 ans, les dossiers de sécurité sociale, il y a certains qui vont passer, d'autres pas. Et ça, c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment que ma collègue Alexis, elle étudie le dossier de A à Z. Et encore, même elle, des fois, elle est positive en disant oui, je pense que votre dossier passera, et on a un refus de la sécurité sociale. Mais ça, tout dépend en fait du médecin qui examine le dossier. On peut pas être sûr à 100% que le dossier va passer parce que on est dans les clous de la sécurité sociale. Ça, on est toujours, en fait, quand on prend contact avec nous, on dit toujours que pour nous, le dossier nous semble bon et complet, mais voilà, c'est la sécurité sociale qui donne son aval pour faire le traitement. Mais de toute façon, même s'il y a un refus de la sécurité sociale, tout ça n'empêche pas que la personne peut quand même aller faire son traitement à l'étranger. Merci. Alors, j'ai la question suivante. Le frère de mon conjoint a des jumeaux en situation de handicap, mutation génétique TBL1XR1. Nous allons faire une FIV-DO IAC. Est-il nécessaire de faire un examen complémentaire pour éviter cette mutation? Alors, c'est le frère du conjoint, n'est-ce pas, Esther? Oui. Oui, c'est le frère du conjoint qui a des jumeaux en situation de handicap. OK. Donc là, c'est le génétiste qui doit évaluer la situation. Et normalement, voilà, c'est un génétiste qui fait une étude de la famille et il dit si c'est nécessaire d'en faire ce qui serait dans ce cas-là un PGT-M, parce que c'est un gène qui est responsable de la pathologie. Et nous, on fait ce que les génétistes nous recommandent. D'accord, merci. Bonjour, j'ai 45 ans. Y a-t-il nécessairement un don d'ovocytes ou peut-on essayer avec mes propres ovocytes? Nous, normalement, à partir de 42 ans, on fait plus de stimulation parce que on considère que les possibilités d'avoir un enfant sont inférieures à 45 ans, on dirait 0,5%. Donc, que le risque d'une stimulation, la sédation, la ponction, en sachant que on n'a pas vraiment des possibilités de grossesse, n'est pas acceptable, ni d'un point de vue médical, ni d'un point de vue déontologique. Et donc, à partir de
43, donc jusqu'à 42 on fait. On fait pas des traitements. Merci. La suivante question, elle est d'une autre patiente, mais elle est similaire. J'ai 43 ans, un AMH faible. Est-ce que je peux faire une FIV ICSI avec mon conjoint, avec mes propres gamètes? C'est la même réponse. Faut étudier les cas, mais si l'AMH elle est faible, ça dépend si elle est très très faible. Mais ma recommandation, c'est de ne pas la faire. Okay. Alors, pour l'association Maya, j'aurai 43 ans en avril 2025. Je suis dans un parcours PMA pour l'étranger. Pourrais-je prétendre à un remboursement si l'accouchement a lieu après mes 43 ans? Alors oui, ce qui compte au niveau de la sécurité sociale, c'est d'avoir ces 43 ans après le transfert de l'embryon. Donc l'accouchement en fait ne vient pas donner le ton s'il y a une possibilité de remboursement ou pas. C'est vraiment, il faut que le premier transfert du parcours ait lieu avant les 43 ans. Merci. Parce qu'en fait, au niveau de la sécurité sociale, ils remboursent une partie du traitement de PMA à l'étranger et ensuite, ils peuvent rembourser aussi le transfert qui a lieu après. Si on a 2 ou 3 blastocystes et que le premier transfert n'a pas fonctionné, il y aura aussi une prise en charge pour les autres transferts supplémentaires. Merci. Alors, concernant les résultats de l'insémination artificielle, les taux de réussite présentés sont par tentative ou après 3 essais. J'ai 40 ans, AMH de 3, des ovocytes congelés à 38 ans. Est-ce que l'IAD est encore une option pour moi avant d'utiliser les ovocytes congelés? Avec un AMH de 3, oui. Il faut penser que c'est pas qu'une question de quantité, mais de qualité. Donc, évidemment, statistiquement, si on a une bonne AMH, c'est-à-dire qu'on a une bonne réserve, il y aura plus de possibilités d'avoir quelques ovocytes de plus qui soient euploïdes. Mais il faut savoir que effectivement, la possibilité d'avoir une grossesse et après une fausse couche ou un enfant avec une anomalie chromosomique sont très hautes. Donc, il faut voir si effectivement c'est un risque que vous voulez prendre ou pas. Merci. Combien de temps d'attente pour don d'ovocytes? Combien de temps d'attente pour un don d'embryon? Peut-on avoir dans le programme garanti commencer avec don d'ovocytes et si échec, passer un don d'embryon? Donc, les temps d'attente, j'ai expliqué avant, et vu qu'on n'a pas bien de temps, je crois que je peux passer. Et les dons d'embryon, normalement, c'est beaucoup plus rapide parce qu'ils sont déjà là. Donc, il n'y a pas vraiment d'attente. Si on peut passer d'un à l'autre, oui. Si on a une garantie de blastocystes et qu'on a transféré tous les blastocystes et on veut pas faire, ça n'a pas marché, on veut pas faire une nouvelle garantie, on peut faire un don d'embryon, évidemment. Merci. J'ai une question pour Maya, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé aussi avant, mais on va faire vite. Y a-t-il des choses, question pour Maya, y a-t-il des choses à ne pas indiquer sur le devis pour la demande de remboursement de sécurité sociale des pays, par exemple? Ça, on l'avait déjà demandé, cette question. Oui, non? oui. Même question. Oui. Le DPI, il ne faut pas qu'il soit mentionné. Ok. Donc, vous ne prenez aucune patiente avec un IMC supérieur à 30 ou bien c'est uniquement que vous ne garantissez pas de grossesse? Non, on n'accepte pas parce que donc on peut et si la patiente s'engage à perdre le poids, par exemple, et elle veut si c'est un don d'ovocytes, disons. On peut commencer la recherche de la donneuse, on peut faire les embryons et pendant ce temps-là, si la patiente s'engage à perdre le poids, nous, on n'a pas de problème. Mais
c'est pas une question de garantir ou pas la grossesse, c'est une question de garantir la santé de la patiente. Et à partir de 30, on a des risques qui augmentent d'une façon qui n'est pas acceptable. Donc, c'est ça le problème. Merci. Bonjour. Est-il possible d'augmenter son taux d'AMH? Non. Malheureusement, non. Alors, l'AMH a des fluctuations qui sont en relation avec l'été, pour exemple, et l'hiver, parce qu'elles sont en relation avec la vitamine D. Donc, pendant l'été, la vitamine D augmente pour l'exposition au soleil et donc on a des taux un peu plus hauts. Mais si on a un 0,5 d'AMH, c'est pas que pendant l'été, ça va monter à 2. Ça, peut-être on va avoir un 0,8 ou 0,9, mais ça change pas beaucoup. Quand on est né, on a tous nos ovocytes dans les ovaires. Et ça, c'est l'argent dans la banque. Et après, on commence à le dépenser. Et il n'y a rien à faire, malheureusement. Merci. Donc, pour un don des spermes, quelle marge de choix a la patiente? Quels sont les critères d'attribution? La loi espagnole nous dit que le donneur de sperme doit avoir les mêmes caractéristiques que la donneuse. Donc, elle n'a pas vraiment de choix. Ceux qui ont du choix, c'est les couples de femmes qui peuvent choisir si elles veulent que le donneur ait la caractéristique de l'une ou de l'autre. Quel est le taux de réussite de naissance sur l'ensemble de 3 cycles du programme Baby Ferti double don? C'est presque un 99%. D'accord. Donc, nous souhaitons faire une vidéo avec une garantie de grossesse suite à une faible réserve ovarienne. Mon conjoint a un spermogramme dégradé en mobilité et forme. Est-ce que cela nous exclut obligatoirement de la garantie grossesse vidéo? Non. En effet, c'est justement le programme de Baby Ferti. C'est très bien pour les couples où il y a un problème avec le sperme parce que tandis que dans les garanties des blastocystes, c'est une condition qui exclut l'accès à la garantie de blastocystes 3 et 4. Dans le Baby Ferti, c'est pas ça. Donc, ça, effectivement, ça protège la patiente pour les problèmes en relation avec le sperme et aussi, par exemple, pour les fausses couches, parce que effectivement, si vous avez une fausse couche et vous avez une garantie d'embryon, on est évidemment très désolé, mais il n'y a pas un remboursement. Tandis qu'avec la garantie de Baby Ferti, c'est à nous de continuer et chercher les raisons de la fausse couche et on continue à faire les transferts. Donc, ça c'est la même chose pour la qualité de sperme. C'est pas du tout un problème. Merci. Je vais lier la dernière question possible vu que c'est déjà 10h26. J'arrive un petit instant. Il nous reste encore pas mal de questions, mais Clara est en train de répondre par écrit quelques-unes. Donc, la dernière question que je pourrais lire et qu'on pourra répondre. En France, ils ont du mal à constituer le traitement de stimulation quand le taux d'estradiol est supérieur à 2000. Jusqu'à combien allez-vous en moyenne en Espagne? Ben oui, c'est vrai. C'est effectivement une conversation que j'ai eue la semaine passée avec une patiente justement qui avait 5000 d'estradiol. Et c'est pour la raison que je vous ai dit avant, comme on peut pas faire du DPI, on fait pas des stimulations avec le but d'obtenir tous les ovocytes qu'on peut.
Et donc, pour nous, évidemment, on fait tout ce qu'on peut pour diminuer l'hyperstimulation, mais des taux de plus de 2000 sont tout à fait normaux, sans souci. Ça dépend aussi, évidemment, si on doit faire un DPI, on a besoin d'ovocytes. Donc, et comme on va pas faire de transfert, il y a absolument pas de souci. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci du fond du cœur à Sabrina pour tout ce qu'elle fait pour l'association Maya et pour tous nos patients. Merci Clara et Dr Martini pour toutes les explications, les réponses, toutes les questions qui n'auront pas pu être malheureusement répondues. N'hésitez pas d'écrire à france@fertilab.org et nos collègues du département de premier enseignement, elles vont vous répondre dès que possible dans la semaine qui suit. Pareil, si vous souhaitez avoir un premier rendez-vous, n'hésitez pas de nous contacter à cette adresse-là aussi et on va vous programmer un rendez-vous gratuit et en ligne avec le docteur Machini ou l'une de nos gynécologues francophones. Donc, je vous remercie à tous de votre participation. On vous souhaite un super bon week-end et on reste bien sûr à votre écoute, à vos côtés. On sera ravis de vous accompagner pendant votre parcours. Très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.